Nous sommes au jardin des Récollets, le long du canal Saint-Martin, à Paris, avec Patrice Bouin. Bonjour. Bonjour. Pour parler de compression, et plus précisément de son livre Car le monde est creux, 69 compressions de l'ailleurs merveilleux, où il s'agit, entre autres choses, de comprimer en blocs textuels de 1500 signes Devisement du monde de Marco Polo, Les Mille et une nuits et Star Trek, la série télévisée d'exploration interstellaire. Alors comment cette idée assez étrange, singulière, de comprimer ces trois grandes œuvres de l'ailleurs, merveilleux, comme vous le dites, vous est venue? Ça vient d'un moment assez particulier qu'on a tous partagé en commun pendant le premier confinement du Covid. Je pense que la plupart d'entre nous se retrouvés enfermés dans des petits espaces avec des livres un peu ou des œuvres un peu assemblées au hasard. Et dans mon cas, dans les œuvres un peu assemblées au hasard, qui étaient des choses que j'avais jamais lues ni vues avant, il se trouvait qu'il y avait donc la traduction de Charles Madrus d'Des Mille et une nuits, celle de la fin du 19e, et j'avais aussi un coffret de la première série de Star Trek, donc de 67-69. Et donc il se trouve que mon premier confinement de Covid s'est fait autour de ces deux œuvres, entre visionnage et lecture. Or, si on les fait un peu dans ce mélange-là, et aussi sans doute dans ce temps si particulier du confinement, avec les angoisses qui allaient avec, il y avait pour moi une sorte de rapprochement évident entre le grand orientalisme littéraire français et l'audiovisuel galactique américain. Et donc du coup, ça m'a frappé comme une sorte d'évidence, et j'ai essayé à partir de là bah, de voir si ça pouvait construire un vrai nœud. Ce que j'ai fait en élargissant un peu le champ de mes recherches aux autres traductions des Mille et une nuits, et puis aussi en allant voir aussi dans les autres séries de Star Trek qui ont été faites par la suite, en particulier celles qui ont été faites par le créateur, Gene Roddenberry. Et donc petit à petit, une sorte de pelote de l'ailleurs merveilleux, de l'oriental cosmique s'est mis en place, jusqu'à ce que finalement je tombe sur le devisement du monde de Marco Polo, qui m'a semblé être vraiment la pièce manquante de cet ensemble. Non seulement parce qu'on peut considérer que c'est sans doute la première pièce essentielle pour la constitution d'un ailleurs oriental dans l'imaginaire européen, mais aussi parce qu'il est connu que c'est un texte de référence pour Christophe Colomb, et donc que le passage Marco Polo-Christophe Colomb explique qu'un imaginaire originellement asiatique soit devenu très rapidement, quasi originellement, un imaginaire aussi américain. Christophe Colomb est allé aux États-Unis, a découvert l'Amérique avec les pages de Marco Polo en tête, et donc du coup tout cet imaginaire-là, de l'Est à l'Ouest jusqu'au cosmos, il me semblait qu'avec ces trois grandes œuvres, on pouvait tracer quelque chose de commun. Mais alors pourquoi comprimer? Alors l'idée, c'était que j'ai toujours l'impression que si on comprime, ou si on fait ce que j'appellerais moi du mash-up, alors apparaissent de façon poétique, par choc poétique, des éléments qui, quand on les lit, sont très dilués dans des ensembles complètement rhizomatiques, proliférants, parce que évidemment, Les Mille et une nuits, Star Trek, le divisement du monde, c'est des œuvres mondes énormes qui ont connu 10 000 variations, et donc ce qui apparaît dans ces œuvres est vraiment pris dans des ensembles tellement diffus et tellement énormes que on peut ne pas voir ce qui s'y joue, mais si on les compresse, si on essaye d'opérer sur elles des gestes de l'ordre de la compression, alors il y a des chances qu'apparaissent par choc poétique des éléments récurrents de façon inattendue, imprévue. Et donc c'est cette opération-là, je crois, qui seule peut permettre de faire apparaître
des structures ou des rouages ou des plis ou des tonalités ou des éléments qui sont trop diffus dans les lectures courantes ou dans les visionnages courants pour qu'on les voit vraiment apparaître de façon claire et frappante. Donc la compression aurait, disons, une vocation herméneutique en ce sens, mais aussi une vocation politique ou critique, puisqu'il s'agit d'une certaine manière d'opérer une sorte de décolonisation finalement de l'ailleurs merveilleux en comprimant ces grands textes qui ont contribué à construire cet imaginaire. Oui, tout à fait. Pour moi, le mash-up est une opération à la fois, je dirais, critique et poétique. Poétique au sens où elle n'arrête pas de provoquer des chocs inattendus entre des morceaux très éloignés, parce que donc c'est des notes que j'ai prises pendant 2 ans sur des ensembles très vastes, et quand je les ai comprimées, mon effort c'était d'oublier les sources précises, donc il n'arrêtait pas de se produire des rencontres imprévues. Et donc au-delà de ce choc poétique, ou à travers ce choc poétique, apparaissent oui, des éléments politiques forts, j'ai l'impression, quand on fait ça, et en particulier certains éléments qui, moi, m'ont vraiment frappé, comme certaines figures, bon, la folie du classement qui apparaît très très clairement quand on fait ce genre de choses-là, mais aussi l'espèce de découpe entre l'un et l'autre, une sorte de découpe que moi j'appellerais un peu hétérocosmique, c'est-à-dire violemment, excessivement constitué autour d'un couple binaire d'opposition entre soi et l'autre, et la figure de l'autre, sur une sorte de matrice qui est très souvent aussi une matrice hétérosexuelle, comme dirait Judith Butler, vu que l'autre est très souvent ramené à un être passif, alors que l'explorateur, lui, est toujours du côté d'un être actif. Et donc, il me semble qu'à travers ces chocs poétiques, il y a tout un ensemble comme ça de figures et de tropes qui apparaissent et dont le sous-texte politique est, me semble-t-il, assez évident du coup à la lecture. Alors comment est-ce qu'on opère une compression, surtout une compression de cette ampleur, puisqu'il s'agit quand même de réduire à 69 courts blocs des milliers de pages. En plus, alors vous êtes parti des traductions françaises, mais ce sont des livres qui renvoient à des cultures différentes, à des langues différentes et à des époques très différentes les unes des autres. Le moyen de sélection pour moi, il était d'essayer de garder déjà quand je lisais, quand je voyais, ce qui me saisissait. Comme dit Barthes, Barthes parle du punctum dans la photo, ce qui me pointe, ce qui me saisit. Et donc en laissant de côté tout d'abord tout ce que Barthes appelle par opposition le studium, donc tout ce qui fait sens, tout ce qui fait œuvre, tout ce qui inscrit l'œuvre dans une certaine culture. Donc toutes mes notes ne conservaient que le punctum, que ce qui me saisissait de façon singulière. Et donc du coup, j'avais dans ma sélection l'idée de ne garder que ce que j'appelais la poudre d'artifice ou la poudre du merveilleux, ce qui surgissait pour moi le plus clairement. Donc cette sélection-là, elle était déjà très drastique en fin de compte, vu que c'était vraiment des microcosmes qui me restaient, des toutes petites unités. Ensuite, la deuxième partie de l'opération, elle est très lente et assez pénible parce que si on veut que les choses s'attirent les unes les autres sans intervenir, alors il faut justement essayer de ne pas faire trop de choix conscients, de travailler vraiment, comme dit Manny Ferber, à la termite, quoi, sans avoir de grandes idées sur ce qu'on veut obtenir, mais en laissant les éléments s'aimanter eux-mêmes. Et là, pour moi, ça a à voir avec laisser vraiment pousser des champignons sur soi ou le sorte de pétridiche qu'on alimente, c'est-à-dire qu'on essaye vraiment d'être la surface neutre qui laisse les éléments interagir entre eux. Donc progressivement, avec un peu de chance, des unités un peu plus grandes se mettent en place. Et donc, en gros, c'est laisser faire une sorte de système d'aimantation naturel, si possible, avec évidemment un dernier temps qui est reprendre les textes et essayer de voir quand même de façon plus lucide ce qui s'en dégage, et alors avoir quelques gestes un peu plus clairs, un peu plus rationnels, un peu plus conscients pour délimiter des blocs. Mais il y a donc je dirais ces 3 temps-là, récupérer, faire passer les œuvres
au tamis du merveilleux, comme disent les Mille et une nuits, et puis ensuite laisser les éléments s'aimanter eux-mêmes, et puis dans un dernier temps, faire des choix évidemment plus conscients. Une fois qu'on a ces espèces de conglomérats ou de précipités chimiques, comment est-ce qu'on peut les retailler pour en faire des blocs unitaires et évidemment qui soient satisfaisants aussi pour un lecteur conscient. Et Manny Ferber? Manny Ferber, c'est donc un immense critique américain, critique de cinéma américain, qui a fait un livre qui a écrit dans tous les années 50-60 et qui opposait deux types de films. Il disait qu'il y avait des films qui étaient du côté de l'art éléphant blanc. Et donc c'était tout ce qui vise au chef-d'œuvre, à la compréhension, à la portée du sens. Et il opposait ces films à d'autres films qu'il appelait des films qui étaient plutôt du côté de l'art termite, c'est-à-dire un art fait sans réfléchir, au coup par coup, de façon locale, en faisant des connexions, sans réfléchir, sans vouloir avoir une grande idée ou une grande vision d'ensemble. Et pour Manny Ferber, c'était toutes les séries B américaines en particulier qui étaient dans une pure logique de scène à scène. Et donc cette logique-là, on voit bien, enfin d'un côté, disons, un cinéma à la Kubrick et puis un autre pour Manny Ferber à la Preston Sturges par exemple, ou ce genre de cinéaste-là. Il me semble que c'est vraiment une distinction intéressante aussi à voir dans d'autres domaines, et en particulier en littérature, et en tout cas pour moi, dans la pratique du mash-up, l'idée d'essayer d'avoir une approche termite des pièces, ça me paraissait très important dans la mesure où je ne voulais pas que le travail soit guidé par des idées a priori, mais que donc les rapprochements se fassent de façon inconsciente ou à l'aveugle par une sorte d'association musicale ou sonore des mots entre eux. À la lecture des compressions, des textes, il est vrai qu'on est tiraillé par d'un côté un sentiment un peu chaotique où la liste a tendance à primer, c'est l'accumulation en fait de termes, de syntagmes, de bouts de phrases, comme un trésor voilà, qu'on explorerait sans fin ou qu'on listerait sans fin. Et puis de l'autre côté, des fragments de récits qui surgissent, qui se raccordent à d'autres et qui ne se formulent jamais comme tels. C'est-à-dire qu'ils ne forment jamais un récit ou des récits unitaires. Et je trouve que cet équilibre presque impossible en vérité est quand même assez réussi dans cet ouvrage et dans ce travail. Et comment est-ce que vous y êtes parvenu ? Le but était d'essayer non seulement que la liste et le fait que ça soit des ensembles de choses fragmentées au départ, c'est la façon dont l'ensemble est produit, mais il me semblait important que cette source-là soit encore présente dans les textes mêmes, au sens où dès qu'il me semblait qu'un narratif trop fort apparaissait, j'essayais de remettre du pur listing ou de la pure accumulation d'objets insignifiants. Donc j'ai essayé de tenir cette double impératif, d'essayer de raconter malgré tout quelque chose qui serait comme un voyage, mais un voyage au second degré dans les récits de voyage, et en même temps une volonté de déconstruire le master narratif du voyage d'exploration. C'était le risque et l'ambition du livre, c'est d'essayer de tenir ces deux choses-là, c'est-à-dire de faire un dernier voyage dans le merveilleux, mais en ruinant en permanence tout ce qui est autoritaire dans le récit de voyage. Et donc du coup en gardant de l'insensé, de la liste, de l'incohérent et du chaotique régulièrement pour que quelque chose de la séduction du master narratif, encore une fois, du voyage d'exploration, soit systématiquement, si possible, maintenu et sapé par le type même de production du texte. Alors comment avez-vous organisé la forme d'ensemble, la succession dramatique ou dramaturgique des 69 textes, puisque en fait, chaque texte comprime des éléments qui peuvent venir indifféremment de Star Trek, du Dévisement du monde ou de Mille et une nuits. Donc c'est vrai qu'on a
On a l'impression comme ça de bondir temporellement, culturellement d'un lieu à l'autre, d'un récit à l'autre, d'un imaginaire à l'autre. Et néanmoins, il y a voilà, une forme d'ensemble qui se construit et qui construit comme un méta-récit du merveilleux atemporel, ou en tout cas occidental, du 13e au 21e siècle finalement. Oui, j'ai essayé à la fois d'avoir une logique très locale, comme je le disais, mais de construire malgré tout quelque chose comme un voyage d'ensemble. Euh, Par rapport à ça, une de mes grandes lectures, ça a été le grand livre de Sanjay Subramaniam sur les 3 voyages de Vasco de Gama, qui sont très intéressants parce que évidemment ça va de mal en pis, on pourrait dire, mais donc de quelque chose qui prétend être un pur voyage d'exploration et qui se termine déjà en pur voyage de colonisation. Et donc ces 3 voyages étaient une sorte de façon pour moi d'organiser l'ensemble, mais en même temps, quand j'ai écrit ces 3 temps, je me disais que ça pouvait être aussi 3 points de vue sur un seul et même voyage, puisque dès le départ, en fin de compte, tout est présent. Et donc j'ai essayé de faire en sorte que dès le départ, il y ait du good trip et du bad trip, ou de la confiture et de la déconfiture, parce que c'est un mouvement d'ensemble en 3 temps, qui a un début, milieu, fin, qui est aussi donc un passage de l'exploration à la colonisation, mais aussi que chacune de ces étapes inclut potentiellement toutes les autres en germe. Et donc c'était l'idée de tenir ces 2 choses-là, en ayant aussi un dernier souci, c'est que pour le narrateur, pour celui qui raconte ce voyage-là, il y a une dernière leçon à faire à travers ce voyage dans les voyages, quoi. Et donc le livre se termine par une conclusion qui essaie de reprendre en compte la somme de ces différents temps. Donc le merveilleux devient l'horrifique, l'exploration devient exploitation, extraction, le récit vire en matrice de la violence. Est-ce que c'est une fatalité et le merveilleux finalement qui est sollicité et qui est très présent dans le livre, est-ce que ce merveilleux a forcément une part sombre? Pour le dire autrement, est-ce qu'on ne peut plus écrire du merveilleux ou donner à lire du merveilleux que d'une manière critique, distanciée, ou qu'en faisant apparaître précisément cette part horrifique inévitable ou inéluctable? Il me semble, mais alors voilà, c'est à titre personnel, que quand on travaille sur ces voyages, il me semble que le moteur mauvais, c'est ce qu'on pourrait appeler le moteur hétérocosmique des explorations, c'est qu'il y a l'idée justement d'un autre, ou d'un grand autre, ou d'un ailleurs et d'un grand ailleurs. Et que tout voyage qui repose sur ces conditions-là a des chances à un moment ou à un autre de se renverser négativement. Et il me semble qu'aujourd'hui, ce qu'on doit essayer de développer, alors là de façon positive, ça serait des fabriques de l'ici. Pas au sens où on serait condamné à vivre dans nous-mêmes, mais au sens où il faudrait sans doute déconstruire systématiquement l'idée de l'autre et du grand autre, de l'ailleurs et du grand ailleurs, pour essayer de trouver des figures multiples de l'ici, qui fait qu'on ait d'autres types d'exploration, mais qui ne présupposent pas un autre, qui ne présupposent pas un ailleurs, qui serait l'opposé de moi ou l'opposé de l'ici. Parce que cette découpe-là binaire, il me semble qu'elle est fondamentalement viciée. En revanche, si j'explore l'ici, si j'explore le même, alors je vais pouvoir trouver d'autres types de différenciation, d'autres types d'émerveillement, mais qu'il faudrait peut-être appeler autrement. Il me semble que c'est difficile aujourd'hui de ne pas penser que tout récit qui repose sur l'opposition entre l'ici et l'ailleurs, le moi et l'autre, ne doit pas être sévèrement déconstruit, étant donné l'ensemble des exemples que nous avons de la façon dont ces récits ont pu vriller. Et encore une fois, je pense qu'il y a tout un projet positif merveilleux à faire aujourd'hui, qui n'est pas du tout l'objet de ce livre, mais qui pourrait être l'objet d'autres livres. Ça serait d'essayer vraiment de penser des fabriques de l'ici contre les fabriques de l'ailleurs. Et les fabriques de l'ici offriraient d'autres formes d'étonnement, d'émerveillement,
mais qui ne reposerait pas sur une structure nécessairement, voilà, ce que j'appellerais une structure hétérocosmique, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait de l'autre, il faut qu'il y ait de l'ailleurs, il faut qu'il y ait quelque chose d'absolument différent à moi pour que je commence à voyager. Ça, il me semble que cette structure-là, c'est celle-là qu'il faut remettre en cause violemment en repartant plutôt de l'ici et en différenciant l'ici et le même depuis cet intérieur-là, et que c'est la belle promesse qui est devant nous. Tu reçois une alerte sur ton beeper. L'ordinateur te signale un événement approchant. Tu ferais mieux de jeter un coup d'œil à l'écran central. La blessure rouge dans le ciel. On dirait une blouse qui se déchire ou une moquette qui prend feu. Mais le temps que tu lances le scan, et c'est déjà passé. Il ne reste plus que le grand noir habituel et le bruit des moteurs. Tu as toujours aimé la légère brillance des corps quand on s'approche des baies vitrées. La nuit, tu te lèves pour aller voir le visage givré de tes partenaires, tous cryogénisés dans leur cocon électrique. À l'école, on t'a bien appris à distinguer entre les méduses de mer et les méduses de terre, entre Sinbad le marin et Sinbad le terrien. Mais dans la réalité, tout se confond. Comment isoler une chose dans le chaos visuel, dans le spectacle permanent des formes et des couleurs? Comment distinguer une voix dans la conversation? Lors de tes expéditions, tu as cru parfois que tu touchais à l'imperceptible. Tu te souviens d'un matin, au large de Zandar 4, tu as vu un trou sans profondeur, sans matière ni antimatière, juste un contour dans l'espace, une figure géométrique tombée dans le monde réel. Allez, tout le monde en pyjama. On s'allonge au bord de la galaxie, au fin fond du désert, et on dort, et on rêve, et on se réveille, en boucle, sans solution de continuité. On s'exerce quotidiennement, jusqu'à ce que tout le monde devienne de vrais dormeurs éveillés, des poissons solubles, les yeux gelés dans le cristal.